Comme on l'a vu dans la séance introductive, l'espace extra-atmosphérique a été défini par l'ONU dans un traité international de 1967 comme un patrimoine commun de l'humanité. Ce n'est pas pour autant que cet espace a été délaissé par les grandes puissances qui jouent à la fois un grand jeu de rivalité, de compétition, mais qui vont aussi chercher à y coopérer. Dans un premier temps, on va voir que pendant la guerre froide, la course à l'espace a tourné à l'avantage des États-Unis par rapport à l'URSS. Ça ne va pas de soi parce que dans les années 1950, comme en témoigne le vol du satellite artificiel Sputnik en 1957, les Soviétiques avaient pris une longueur d'avance. En effet, grâce aux travaux de Sergueï Korolev, les Soviétiques avaient réussi, outre ce satellite dans l'espace, à envoyer un premier homme, une première femme au début des années 60, à survoler la Lune, à envoyer des sondes spatiales ensuite sur la Lune, sur Mars, sur Vénus. Les Américains, au début des années 1960, se sont ainsi inquiétés d'un gap technologique et c'est ainsi que le président Kennedy, proposant à travers son discours de la nouvelle frontière de repousser les limites de la conquête spatiale, ont lancé le programme Apollo, qui a fini en 1969 par la conquête de la Lune, entre guillemets. Dans l'intervalle, les États-Unis ont été capables d'envoyer eux-mêmes des satellites de communication dans l'espace et d'y projeter également des sondes. Aux États-Unis, c'est la création de la NASA, National Aeronautic and Space Agency, en 1958, qui constitue vraiment le tournant fondamental. À partir de ce moment-là, l'État met à l'appui de la recherche spatiale et de la recherche en armement des crédits de plus en plus importants. Le budget annuel de la NASA, c'est le premier budget à l'époque de toutes les agences fédérales. Alors ce qui est important, c'est de voir que la NASA déploie avec des entreprises privées, celles dites du complexe militaro-industriel, des technologies duales qui vont fonctionner à la fois aux militaires comme aux civils. On rappellera qu'aux États-Unis, les cosmonautes sont des soldats, ont un statut de militaire, et que toutes les recherches sont marquées du sceau du secret d'État. C'est dans ce contexte-là que les Américains ont été capables de reprendre l'avantage sur les Soviétiques et même de remporter la guerre froide, puisque c'est le programme IDS, Initiative de défense stratégique, lancé par Reagan en 1983, qui est une sorte de guerre des étoiles, comme on l'a appelé, avec la possibilité de lancer des missiles et des missiles antimissiles dans la haute atmosphère, qui a amené l'URSS au bord de l'asphyxie et à négocier une trêve dans la course aux armements et dans la course à l'espace. C'était à l'époque de Gorbatchev. Et donc, par l'intermédiaire des négociations sur le nucléaire, à partir de 1987, la guerre froide s'est dénouée. Avec la chute de l'URSS, les États-Unis se sont retrouvés en position d'hyperpuissance spatiale et militaire à la fin de la guerre froide, ce qui ne les a pas empêchés de continuer à négocier avec les Soviétiques un désarmement. Puis la fin de la guerre froide, l'espace est resté un élément de prestige et de puissance. D'abord pour des puissances anciennes, comme les États-Unis, qui ont continué la recherche et qui sont capables, par exemple aujourd'hui, dans le cadre de l'OTAN, de déployer un gigantesque bouclier antimissile en Europe, avec des bases, par exemple, en Roumanie ou en Pologne. Ils ont aussi développé ce type de dispositif dans la haute atmosphère en Asie, pour protéger les alliés de l'Amérique contre le potentiel nucléaire nord-coréen, voire chinois. Ce qui est frappant depuis la fin de la guerre froide, c'est que c'est aussi un élément de prestige pour des pays émergents qui se sont à leur tour lancés dans la course à l'espace. Ainsi, la Chine, comme on le reverra dans une séance ultérieure, s'est lancée dans un grand programme spatial et ont réussi en 2003 à envoyer un premier cosmonaute, qu'on appelle en Chine un taïkonaute, Yang Liwei, le nom est inscrit sur le côté, premier homme chinois dans l'espace. La Chine a également été capable de mettre en orbite une station spatiale, Tiangong, et aujourd'hui son objectif est d'envoyer une mission sur la Lune. L'Inde
De son côté, l'Union indienne, autre puissance émergente, a également pris le tournant spatial pour montrer sa puissance, pour révéler son prestige, avec une mission lancée en 2014 pour atteindre la planète Mars. Les Européens, eux, ne sont pas en reste, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il existe le programme Ariane Espace depuis les années 1970, qui permet à l'Europe aussi de figurer parmi les grands de l'espace. En lien avec la recherche scientifique et spatiale, on assiste ainsi depuis 20 à 30 ans à la multiplication dans la haute atmosphère de satellites. Et les progrès technologiques ont été très importants. Par exemple, en termes de guidage par satellite, de géolocalisation, avec la mise sur pied par les Américains du GPS Navsat ou du système européen Galileo. De même, on envoie des sondes et des robots de plus en plus loin dans la haute atmosphère pour des besoins de recherche spatiale et de réflexion sur les origines de notre système solaire. La sonde américaine Pathfinder a été la première en 1997 à atteindre la planète Mars. Une vingtaine d'années plus tard, on a pu envoyer le robot Philae à quelques 500 km de la Terre pour étudier une comète. De même, les Américains ont lancé en 2015, parmi d'autres exemples, la sonde New Horizons qui est allée jusqu'à Pluton. Ce qui est frappant, c'est de voir que la géopolitique de l'espace n'est plus uniquement une affaire d'État. Il peut y avoir des acteurs non étatiques comme des grandes entreprises. Je pense à l'entreprise SpaceX qui a été créée par le milliardaire américain Elon Musk, dont l'objectif à terme est de coloniser la planète Mars, puisqu'il a annoncé, grâce à son lanceur Falcon, et aux générations suivantes de lanceurs, l'envoi de cargos de l'espace sur la planète Mars dans les années à venir, et pourquoi pas un début de colonisation pour l'année 2024. Ce type de projet peut paraître totalement fantasmagorique, mais il faut rappeler qu'en 2015, la législation américaine a permis aux entreprises, aux individus, d'exploiter économiquement l'espace et les planètes qui s'y trouvent. Donc c'est sans doute aussi une nouvelle frontière du capitalisme, pas uniquement une nouvelle frontière de la géostratégie, de la géopolitique qui s'ouvre dans ce contexte-là. On finira avec l'idée que malgré tous ces jeux de rivalité et d'adversité, il existe bien des coopérations dans l'espace. Ainsi, l'adversité entre les Américains et les Soviétiques pendant la guerre froide ne les a pas empêchés de mener une coopération conjointe en 1975 avec la coopération entre les deux sondes spatiales Soyouz et Apollo. Et dès 1983, Ronald Reagan, le même qui a lancé le programme Star Wars IDS pour abattre l'URSS, décidait la création d'une station spatiale internationale. Dans un premier temps, à partir de 1986, ce sont les soviétiques seuls qui, avec Mir, qui signifie paix, avaient créé leur propre station spatiale internationale. L'idée, à partir donc des années 80, c'est que les Américains pourront coopérer avec les Russes, mais aussi avec les Japonais, les Canadiens, les Européens, à la mise sur pied d'une grande agence spatiale internationale, associant donc toutes ces grandes puissances de l'espace. Il a fallu pas mal de temps, entre les années 80 et le début des années 2010, précisément 2011, pour voir la mise en service de cette gigantesque station spatiale internationale. Ça a été un problème de coût, ça a été un problème aussi d'accidents, d'échecs qui ont ralenti le processus. Disons que ça a permis de dessiner le monde d'après-guerre froide. À partir de 1993, les Américains, les Européens ont décidé d'associer les Russes, de leur donner une place très importante pour reconnaître leur savoir-faire en la matière. Aujourd'hui, la Station spatiale internationale est en orbite. Depuis 2011, et normalement jusqu'en 2024, la Station spatiale internationale devrait rester en orbite basse aux alentours de 350 à 400 km d'altitude. Elle abrite 6 cosmonautes en permanence qui font à la fois des travaux de maintenance, d'assemblage et surtout qui travaillent à des recherches.
des recherches sur la biologie humaine, savoir notamment la résistance des corps humains en apesanteur, des travaux aussi sur les matériaux. C'est un coût gigantesque, 115 milliards de dollars, mais qui a des retombées gigantesques dans l'astronomie, dans les sciences du vivant, dans l'électronique, etc., etc. Donc c'est vraiment un projet majeur. Il s'agit à l'heure actuelle du plus gros objet présent dans l'espace, le plus grand, aussi le plus lourd, puisqu'il fait plus de 400 tonnes. Finalement, dans les rapports de force internationaux à l'heure actuelle, il n'est de grande puissance, que ce soit une puissance installée ou une puissance émergente, qui ne puisse envoyer, projeter des hommes, des machines dans l'espace extra-atmosphérique. Donc ça devient bien un nouvel espace de conquête, une nouvelle frontière, au sens où on repousse toujours les limites de la science et de la recherche.